Les intermittences du cœur. Ma seconde arrivée à Balbec fut bien différente de la première. Le directeur était venu en personne m'attendre à Pont-à-Couleuvre, répétant combien il tenait à sa clientèle titrée, ce qui me fit craindre qu'il m'anoblît, jusqu'à ce que j'eusse compris que dans l'obscurité de sa mémoire grammaticale, titré signifiait simplement attitré. Du reste, au fur et à mesure qu'il apprenait de nouvelles langues, il parlait plus mal les anciennes. Il m'annonça qu'il m'avait logé tout en haut de l'hôtel. « J'espère, dit-il, que vous ne verrez pas là un manque d'impolitesse. J'étais ennuyé de vous donner une chambre dont vous êtes indigne, mais je l'ai fait rapport au bruit, parce que comme cela, vous n'aurez personne au-dessus de vous pour vous fatiguer le trépan. Pour tympan. Soyez tranquille, je ferai fermer les fenêtres pour qu'elles ne battent pas. Là-dessus, je suis intolérable. » Ces mots n'exprimant pas sa pensée, laquelle était qu'on le trouverait toujours inexorable à ce sujet, mais peut-être bien celle de ses valets d'étage. Les chambres étaient d'ailleurs celles du premier séjour. Elles n'étaient pas plus bas, mais j'avais monté dans l'estime du directeur. Je pourrais faire du feu si cela me plaisait, car sur l'ordre des médecins, j'étais parti dès Pâques. Mais il craignait qu'il n'y eût des fixures dans le plafond. Surtout attendez toujours pour rallumer une flambée que la précédente soit consommée, pour consumer. Car l'important c'est d'éviter de ne pas mettre le feu à la cheminée, d'autant plus que pour égayer un peu, j'ai fait placer dessus une grande postiche en vieux chine que cela pourrait abîmer. Il m'apprit avec beaucoup de tristesse la mort du bâtonnier de Cherbourg. C'était un vieux routinier, dit-il, probablement pour roublard, et me laissa entendre que sa fin avait été avancée par une vie de déboire, ce qui signifiait de débauche. Déjà depuis quelque temps, je remarquais qu'après le dîner, il s'accroupissait dans le salon, sans doute pour s'assoupisser. Les derniers temps, il était tellement changé que si l'on n'avait pas su que c'était lui, à le voir, il était à peine reconnaissant. Pour reconnaissable, sans doute. Compensation heureuse, le premier président de camp venait de recevoir la cravache de commandeur de la Légion d'honneur. Sûr et certain qu'il a des capacités, mais paraît qu'on la lui a donnée surtout à cause de sa grande impuissance. On revenait du reste sur cette décoration dans l'Écho de Paris de la veille, dont le directeur n'avait encore lu que le premier paraphe, pour paragraphe. La politique de M. Caillot y était bien arrangée. « Je trouve du reste qu'ils ont raison, dit-il. Ils nous mettent trop sous la coupole de l'Allemagne. » Sous la coupe. Comme ce genre de sujet traité par un hôtelier me paraissait ennuyeux, je cessai d'écouter. Je pensais aux images qui m'avaient décidé de retourner à Balbec. Elles étaient bien différentes de celles d'autrefois. La vision que je venais chercher était aussi éclatante que la première était brumeuse. Elle ne devait pas moins me décevoir. Les images choisies par le souvenir sont aussi arbitraires, aussi étroites, aussi insaisissables que celles que l'imagination avait formées et la réalité détruite. Il n'y a pas de raison pour qu'en dehors de nous, un lieu réel possède plutôt les tableaux de la mémoire que ceux du rêve. Et puis, une réalité nouvelle nous fera peut-être oublier, détester même, les désirs à cause desquels nous étions partis. Ceux qui m'avaient fait partir pour Balbec tenaient en partie à ce que les vers du Rhin, des invitations de qui je n'avais jamais profité, et qui seraient certainement heureux de me recevoir si j'allais à la campagne m'excuser de n'avoir jamais pu leur faire une visite à Paris. Sachant que plusieurs fidèles passeraient les vacances sur cette côte, et ayant à cause de cela loué pour toute la saison un des châteaux de monsieur de Cambremer, la Raspelière, y avait invité madame Putbus. Le soir où je l'avais appris, à Paris, j'envoyais, en véritable fou, notre jeune valet de pied s'informer si cette dame emmènerait à Balbec sa camériste. Il était 11 heures du soir. Le concierge mit longtemps à ouvrir, et par miracle, n'envoya pas promener mon messager, ne fit pas appeler la police, se contenta de le recevoir très mal,
tout en lui fournissant le renseignement désiré. Il dit qu'en effet, la première femme de chambre accompagnerait sa maîtresse. D'abord aux eaux en Allemagne, puis à Biarritz, et pour finir, chez Madame Verdurin. Dès lors, j'avais été tranquille et content d'avoir ce pain sur la planche. J'avais pu me dispenser de ces poursuites dans les rues, où j'étais dépourvu, auprès des beautés rencontrées, de cette lettre d'introduction que serait auprès du Giorgione d'avoir dîné le soir même chez les Verdurin avec sa maîtresse. D'ailleurs, elle aurait peut-être meilleure idée de moi, encore, en sachant que je connaissais non seulement les bourgeois locataires de la Raspelière, mais ses propriétaires, et surtout Saint-Loup, qui, ne pouvant me recommander à distance à la femme de chambre, celle-ci ignorant le nom de Robert, avait écrit pour moi une lettre chaleureuse au Cambremer. Il pensait qu'en dehors de toute l'utilité dont il me pourrait être, Madame de Cambremer, la belle-fille née Legrandin, m'intéresserait en causant avec moi. C'est une femme intelligente, m'avait-il assuré. Jusqu'à un certain point, naturellement. Elle ne te dira pas des choses définitives. Les choses définitives avaient été substituées aux choses sublimes par Robert, qui modifiait tous les 5 ou 6 ans quelques-unes de ses expressions favorites tout en conservant les principales. Mais c'est une nature. Elle a une personnalité, de l'intuition. Elle jette à propos la parole qu'il faut. De temps en temps, elle est énervante, elle lance des bêtises pour faire gratin, ce qui est d'autant plus ridicule que rien n'est moins élégant que les Cambremer. Elle n'est pas toujours à la page, mais somme toute, elle est encore dans les personnes les plus supportables à fréquenter. Aussitôt que la recommandation de Robert leur était parvenue, les Cambremer, soit snobisme, qui leur faisait désirer d'être indirectement aimables pour Saint-Loup, soit reconnaissance de ce qu'il avait été pour un de leurs neveux à Doncières, et plus probablement surtout par bonté et tradition hospitalière, avaient écrit de longues lettres demandant que j'habitasse chez eux. Et si je préférais être plus indépendant, s'offrant à me chercher un logis. Quand Saint-Loup leur eut objecté que j'habiterais le grand hôtel de Balbec, ils répondirent que, du moins, ils attendaient une visite dès mon arrivée, et si elle tardait trop, ne manqueraient pas de venir me relancer pour m'inviter à leur garden parties. Sans doute, rien ne rattachait d'une façon essentielle la femme de chambre de Madame Putbus au pays de Balbec. Elle n'y serait pas pour moi comme la paysanne que, seule sur la route de mes églises, j'avais si souvent appelée en vain de toute la force de mon désir. Mais j'avais depuis longtemps cessé de chercher à extraire d'une femme comme la racine carrée de son inconnu, lequel ne résistait pas souvent à une simple présentation. Du moins, à Balbec, où je n'étais pas allé depuis longtemps, j'aurais cet avantage, à défaut du rapport nécessaire qui n'existait pas entre le pays et cette femme, que le sentiment de la réalité n'y serait pas supprimé pour moi par l'habitude, comme à Paris, où, soit dans ma propre maison, soit dans une chambre connue, le plaisir auprès d'une femme ne pouvait pas me donner un instant l'illusion, au milieu des choses quotidiennes, qu'il m'ouvrait accès à une nouvelle vie. Car si l'habitude est une seconde nature, elle nous empêche de connaître la première, dont elle n'a ni les cruautés ni les enchantements. Or, cette illusion, je l'aurais peut-être dans un pays nouveau où renaît la sensibilité, devant un rayon de soleil, et où justement achèverait de m'exalter la femme de chambre que je désirais. Or, on verra les circonstances faire non seulement que cette femme ne vint pas à Balbec, mais que je ne redoutais rien tant qu'elle y pût venir, de sorte que ce but principal de mon voyage ne fut ni atteint, ni même poursuivi. Certes, Madame Putbus ne devait pas aller aussitôt dans la saison chez les Verdurin, mais ces plaisirs qu'on a choisis,
peuvent être lointains si leur venue est assurée, et que dans leur attente on puisse se livrer d'ici là à la paresse de chercher à plaire et à l'impuissance d'aimer. Au reste, à Balbec, je n'allais pas dans un esprit aussi peu pratique que la première fois. Il y a toujours moins d'égoïsme dans l'imagination pure que dans le souvenir. Et je savais que j'allais précisément me trouver dans un de ces lieux où foisonnent les belles inconnues. Une plage n'en offre pas moins qu'un bal, et je pensais d'avance aux promenades devant l'hôtel, sur la digue, avec ce même genre de plaisir que madame de Guermantes m'aurait procuré si, au lieu de me faire inviter dans des dîners brillants, elle avait donné plus souvent mon nom pour leur liste de cavaliers aux maîtresses de maison chez qui l'on dansait. Faire des connaissances féminines à Balbec me serait aussi facile que cela m'avait été malaisé autrefois, car j'y avais maintenant autant de relations et d'appui que j'en étais dénuée à mon premier voyage. Je fus tirée de ma rêverie par la voix du directeur dont je n'avais pas écouté les dissertations politiques. Changeant de sujet, il me dit la joie du premier président en apprenant mon arrivée et qu'il viendrait me voir dans ma chambre le soir même. La pensée de cette visite m'effraya si fort, car je commençais à me sentir fatiguée, que je le priai d'y mettre obstacle, ce qu'il me promit, et pour plus de sûreté de faire, pour le premier soir, monter la garde à mon étage par ses employés. Il ne paraissait pas les aimer beaucoup. « Je suis tout le temps obligée de courir après eux parce qu'ils manquent trop d'inertie. Si je n'étais pas là, ils ne bougeraient pas. Je mettrai le liftier de planton à votre porte. » Je demandai s'il était enfin chef des chasseurs. « Il n'est pas encore assez vieux dans la maison, » me répondit-il. « Il a des camarades plus âgés que lui. Cela ferait crier. En toute chose, il faut des granulations. Je reconnais qu'il a une bonne aptitude, pour attitude, devant son ascenseur. Mais c'est encore un peu jeune pour des situations pareilles. Avec d'autres qui sont trop anciens, cela ferait contraste. Ça manque un peu de sérieux, ce qui est la qualité primitive. » Sans doute la qualité primordiale, la qualité la plus importante. « Il faut qu'il ait un peu plus de plomb dans l'aile. » Mon interlocuteur voulait dire dans la tête. « Du reste, il n'a qu'à se fier à moi. Je m'y connais. Avant de prendre mes galons comme directeur du Grand Hôtel, j'ai fait mes premières armes sous Monsieur Paillard. » Cette comparaison m'impressionna, et je remerciai le directeur d'être venu lui-même jusqu'à Pont-à-Couleuvre. Oh, de rien! Cela ne m'a fait perdre qu'un temps infini, pour infime. Du reste, nous étions arrivés. Bouleversement de toute ma personne. Dès la première nuit, comme je souffrais d'une crise de fatigue cardiaque, tâchant de dompter ma souffrance, je me baissai avec lenteur et prudence pour me déchausser. Mais à peine eus-je touché le premier bouton de ma bottine, ma poitrine s'enfla, remplie d'une présence inconnue, divine. Des sanglots me secouèrent, des larmes ruisselèrent de mes yeux. L'être qui venait à mon secours, qui me sauvait de la sécheresse de l'âme, c'était celui qui, plusieurs années auparavant, dans un moment de détresse et de solitude identique, dans un moment où je n'avais plus rien de moi, était entré, et qui m'avait rendu à moi-même, car il était moi et plus que moi. Le contenant qui est plus que le contenu, et me l'apportait. Je venais d'apercevoir, dans ma mémoire, penché sur ma fatigue, le visage tendre, préoccupé et déçu de ma grand-mère, tel qu'elle avait été ce premier soir d'arrivée, le visage de ma grand-mère. Non pas de celle que je m'étais étonnée et reprochée de si peu regretter, et qui n'avait d'elle que le nom, mais de ma grand-mère véritable dont, pour la première fois depuis les Champs-Élysées où elle avait eu son attaque, je retrouvais dans un souvenir involontaire et complet la réalité vivante. Cette réalité,
n'existe pas pour nous tant qu'elle n'a pas été recréée par notre pensée. Sans cela, les hommes qui ont été mêlés à un combat gigantesque seraient tous de grands poètes épiques. Et ainsi, dans un désir fou de me précipiter dans ses bras, ce n'était qu'à l'instant, plus d'1 année après son enterrement, à cause de cet anachronisme qui empêche si souvent le calendrier des faits de coïncider avec celui des sentiments, que je venais d'apprendre qu'elle était morte. J'avais souvent parlé d'elle depuis ce moment-là, et aussi pensé à elle. Mais sous mes paroles et mes pensées de jeune homme ingrat, égoïste et cruel, il n'y avait jamais rien eu qui ressemblât à ma grand-mère, parce que, dans ma légèreté, mon amour du plaisir, mon accoutumance à la voir malade, je ne contenais en moi qu'à l'état virtuel le souvenir de ce qu'elle avait été. À n'importe quel moment que nous la considérions, notre âme totale n'a qu'une valeur presque fictive, malgré le nombreux bilan de ses richesses, car tantôt les unes, tantôt les autres sont indisponibles. Qu'il s'agisse d'ailleurs de richesses effectives, aussi bien que de celles de l'imagination. Et pour moi, par exemple, tout autant que de l'ancien nom de Guermantes, de celle, combien plus grave, du souvenir vrai de ma grand-mère. Car aux troubles de la mémoire sont liées les intermittences du cœur. C'est sans doute l'existence de notre corps, semblable pour nous à un vase où notre spiritualité serait enclose, qui nous induit à supposer que tous nos biens intérieurs, nos joies passées, toutes nos douleurs sont perpétuellement en notre possession. Peut-être est-il aussi inexact de croire qu'elles s'échappent ou reviennent. En tout cas, si elles restent en nous, c'est la plupart du temps dans un domaine inconnu où elles ne sont de nul service pour nous, et où même les plus usuels sont refoulés par des souvenirs d'ordre différent, et qui excluent toute simultanéité avec elles dans la conscience. Mais si le cadre de sensations où elles sont conservées est ressaisi, elles ont à leur tour ce même pouvoir d'expulser tout ce qui leur est incompatible, d'installer seul en nous le moi qui l'ait vécu. Or, comme celui que je venais subitement de redevenir n'avait pas existé depuis ce soir lointain où ma grand-mère m'avait déshabillée à mon arrivée à Balbec, ce fut tout naturellement, non pas après la journée actuelle que ce moi ignorait, mais comme s'il y avait dans le temps des séries différentes et parallèles, sans solution de continuité, tout de suite après le premier soir d'autrefois, que j'adhérais à la minute où ma grand-mère s'était penchée vers moi. Le moi que j'étais alors, et qui avait disparu si longtemps, était de nouveau si près de moi, qu'il me semblait encore entendre les paroles qui avaient immédiatement précédé, et qui n'étaient pourtant plus qu'un songe, comme un homme mal éveillé croit percevoir tout près de lui les bruits de son rêve qui s'enfuit. Je n'étais plus que cet être qui cherchait à se réfugier dans les bras de sa grand-mère, à effacer les traces de ses peines en lui donnant des baisers. Cet être que j'aurais eu à me figurer quand j'étais tel ou tel de ceux qui s'étaient succédé en moi depuis quelque temps, autant de difficultés que maintenant il m'eût fallu d'efforts, stériles d'ailleurs, pour ressentir les désirs et les joies de l'un de ceux que, pour un temps du moins, je n'étais plus. Je me rappelais comme 1 heure avant le moment où ma grand-mère s'était penchée ainsi, dans sa robe de chambre, vers mes bottines, errant dans la rue étouffante de chaleur devant le pâtissier, j'avais cru que je ne pourrais jamais, dans le besoin que j'avais de l'embrasser, attendre l'heure qu'il me fallait encore passer sans elle. Et maintenant que ce même besoin renaissait, je savais que je pouvais attendre des heures après des heures, qu'elle ne serait plus jamais auprès de moi. Je ne faisais que de le découvrir parce que je venais, en la sentant pour la première fois, vivante, véritable, gonflant mon cœur à le briser,
en la retrouvant enfin, d'apprendre que je l'avais perdue pour toujours. Perdue pour toujours. Je ne pouvais comprendre, et je m'exerçais à subir la souffrance de cette contradiction. D'une part, une existence, une tendresse, survivant en moi telle que je les avais connues, c'est-à-dire faite pour moi, un amour où tout trouvait tellement en moi son complément, son but, sa constante direction, que le génie des grands hommes, tous les génies qui avaient pu exister depuis le commencement du monde, n'eussent pas valu pour ma grand-mère un seul de mes défauts. Et d'autre part, aussitôt que j'avais revécu, comme présente, cette félicité, la sentir traversée par la certitude, s'élançant comme une douleur physique à répétition, d'un néant, qui avait effacé mon image de cette tendresse, qui avait détruit cette existence, aboli rétrospectivement notre mutuelle prédestination, fait de ma grand-mère, au moment où je la retrouvais comme dans un miroir, une simple étrangère, qu'un hasard a fait passer quelques années auprès de moi, comme cela aurait pu être auprès de tout autre, mais pour qui, avant et après, je n'étais rien, je ne serais rien. Au lieu des plaisirs que j'avais eus depuis quelque temps, le seul qu'il m'eût été possible de goûter en ce moment c'eût été, retouchant le passé, de diminuer les douleurs que ma grand-mère avait autrefois ressenties. Or, je ne me la rappelais pas seulement dans cette robe de chambre, vêtement approprié au point d'en devenir presque symbolique aux fatigues, malsaines sans doute, mais douces aussi, qu'elle prenait pour moi. Peu à peu, voici que je me souvenais de toutes les occasions que j'avais saisies, en lui laissant voir, en lui exagérant au besoin mes souffrances, de lui faire une peine, que je m'imaginais ensuite effacée par mes baisers, comme si ma tendresse eût été aussi capable que mon bonheur de faire le sien. Et pis que cela, moi qui ne concevais plus de bonheur maintenant qu'à en pouvoir retrouver répandu dans mon souvenir sur les plans de ce visage modelé et incliné par la tendresse, j'avais mis autrefois une rage insensée à chercher d'en extirper jusqu'au plus petit plaisir. Tel ce jour où Saint-Loup avait fait la photographie de grand-mère et où, ayant peine à dissimuler à celle-ci la puérilité presque ridicule de la coquetterie qu'elle mettait à poser avec son chapeau à grands bords dans un demi-jour saillant, je m'étais laissé aller à murmurer quelques mots impatientés et blessants, qui, je l'avais senti à une contraction de son visage, avait porté, l'avait atteinte. C'était moi qu'il déchirait maintenant, qu'était impossible à jamais la consolation de 1000 baisers. Mais jamais je ne pourrais plus effacer cette contraction de sa figure et cette souffrance de son cœur, ou plutôt du mien. Car comme les morts n'existent plus qu'en nous, c'est nous-mêmes que nous frappons sans relâche quand nous nous obstinons à nous souvenir des coups que nous leur avons assénés. Ces douleurs, si cruelles qu'elles fussent, je m'y attachais de toutes mes forces, car je sentais bien qu'elles étaient l'effet du souvenir de ma grand-mère, la preuve que ce souvenir que j'avais était bien présent en moi. Je sentais que je ne me la rappelais vraiment que par la douleur, et j'aurais voulu que s'enfonçassent plus solidement encore en moi ces clous qui y rivaient sa mémoire. Je ne cherchais pas à rendre la souffrance plus douce, à l'embellir, à feindre que ma grand-mère ne fût qu'absente et momentanément invisible, en adressant à sa photographie, celle que Saint-Loup avait faite et que j'avais avec moi, des paroles et des prières comme à un être séparé de nous, mais qui, resté individuel, nous connaît et nous reste relié par une indissoluble harmonie. Jamais je ne le fis, car je ne tenais pas seulement à souffrir, mais à respecter l'originalité de ma souffrance, telle que je l'avais subie tout d'un coup, sans le vouloir. Et je voulais continuer à la subir, suivant ses lois à elle, à chaque fois que revenait cette contradiction si étrange de la survivance et du néant entrecroisés en moi. Cette impression douloureuse,
et actuellement incompréhensible, je savais, non certes pas si j'en dégagerais un peu de vérité un jour, mais que si ce peu de vérité je pouvais jamais l'extraire, ce ne pourrait être que d'elle, si particulière, si spontanée, qui n'avait été ni tracée par mon intelligence, ni infléchie, ni atténuée par ma pusillanimité, mais que la mort elle-même, la brusque révélation de la mort, avait comme la foudre creusé en moi, selon un graphique surnaturel et inhumain, comme un double et mystérieux sillon. Quant à l'oubli de ma grand-mère, où j'avais vécu jusqu'ici, je ne pouvais même pas songer à m'attacher à lui pour en tirer de la vérité, puisqu'en lui-même il n'était rien qu'une négation, l'affaiblissement de la pensée, incapable de recréer un moment réel de la vie, et obligé de lui substituer des images conventionnelles et indifférentes. Peut-être pourtant l'instinct de conservation, l'ingéniosité de l'intelligence à nous préserver de la douleur, commençant déjà à construire sur des ruines encore fumantes, à poser les premières assises de son œuvre utile et néfaste, goûtais-je trop la douceur de me rappeler tel et tel jugement de l'être chéri, de me les rappeler comme si elle eût pu les porter encore, comme si elle existait, comme si je continuais d'exister pour elle. Mais dès que je fus arrivée à m'endormir, à cette heure plus véridique, où mes yeux se fermèrent aux choses du dehors, le monde du sommeil, sur le seuil duquel l'intelligence et la volonté, momentanément paralysées, ne pouvaient plus me disputer à la cruauté de mes impressions véritables, refléta, réfracta la douloureuse synthèse de la survivance et du néant. Dans la profondeur organique et devenue translucide des viscères mystérieusement éclairés. Monde du sommeil, où la connaissance interne, placée sous la dépendance des troubles de nos organes, accélère le rythme du cœur ou de la respiration. Parce qu'une même dose d'effroi, de tristesse, de remords, agit avec une puissance centuplée si elle est ainsi injectée dans nos veines. Dès que, pour y parcourir les artères de la cité souterraine, nous nous sommes embarqués sur les flots noirs de notre propre sang, comme sur un léthé intérieur au sextuple repli, de grandes figures solennelles nous apparaissent, nous abordent et nous quittent, nous laissant en larmes. Je cherchais en vain celle de ma grand-mère. Dès que j'eus abordé sous les porches sombres, je savais pourtant qu'elle existait encore, mais d'une vie diminuée, aussi pâle que celle du souvenir. L'obscurité grandissait, et le vent. Mon père n'arrivait pas, qui devait me conduire à elle. Tout d'un coup, la respiration me manqua. Je sentis mon cœur comme durci. Je venais de me rappeler que depuis de longues semaines, j'avais oublié d'écrire à ma grand-mère. Que devait-elle penser de moi? Mon Dieu, me disais-je, comme elle doit être malheureuse dans cette petite chambre qu'on a louée pour elle, aussi petite que pour une ancienne domestique, où elle est toute seule avec la garde qu'on a placée pour la soigner et où elle ne peut pas bouger, car elle est toujours un peu paralysée et n'a pas voulu une seule fois se lever. Elle doit croire que je l'oublie depuis qu'elle est morte, comme elle doit se sentir seule et abandonnée. Il faut que je coure la voir. Je ne peux pas attendre une minute. Je ne peux pas attendre que mon père arrive. Mais où est-ce? Comment ai-je pu oublier l'adresse? Pourvu qu'elle me reconnaisse encore. Comment ai-je pu l'oublier pendant des mois? Il fait noir. Je ne trouverai pas.
Le vent m'empêche d'avancer. Mais voici mon père qui se promène devant moi. Je lui crie « Où est grand-mère ? Dis-moi l'adresse. Est-elle bien ? Est-ce bien sûr qu'elle ne manque de rien ? » Mais non, me dit mon père. Tu peux être tranquille. Sa garde est une personne ordonnée. On envoie de temps en temps une toute petite somme pour qu'on puisse lui acheter le peu qui lui est nécessaire. Elle demande quelquefois ce que tu es devenu. On lui a même dit que tu allais faire un livre. Elle a paru contente. Elle a essuyé une larme. Alors je crus me rappeler qu'1 an après sa mort, ma grand-mère m'avait dit en sanglotant d'un air humble, comme une vieille servante chassée, comme une étrangère, « Tu me permettras bien de te voir quelquefois tout de même. Ne me laisse pas trop d'années sans me visiter. Songe que tu as été mon petit-fils et que les grand-mères n'oublient pas. » En revoyant le visage si soumis, si malheureux, si doux qu'elle avait, je voulais courir immédiatement et lui dire ce que j'aurais dû lui répondre alors. « Mais grand-mère, tu me verras autant que tu voudras. Je n'ai que toi au monde. Je ne te quitterai plus jamais. » Comme mon silence a dû la faire sangloter depuis tant de mois que je n'ai été là où elle est couchée. Qu'a-t-elle pu se dire ? Et c'est en sanglotant que moi aussi je dis à mon père « Vite, vite ! Son adresse, conduis-moi !» Mais lui, c'est que... Je ne sais si tu pourras la voir. Et puis tu sais, elle est très faible, très faible. Elle n'est plus elle-même. Je crois que ce te sera plutôt pénible. Et je ne me rappelle pas le numéro exact de l'avenue. Mais dis-moi, toi qui sais, ce n'est pas vrai que les morts ne vivent plus. Ce n'est pas vrai tout de même, malgré ce qu'on dit, puisque grand-mère existe encore. Mon père sourit tristement. Oh, bien peu. Tu sais, bien peu. Je crois que tu ferais mieux de n'y pas aller. Elle ne manque de rien. On vient tout mettre en ordre. Mais elle est souvent seule ? Oui. Mais cela vaut mieux pour elle. Il vaut mieux qu'elle ne pense pas. Cela ne pourrait que lui faire de la peine. Cela fait souvent de la peine de penser. Du reste, tu sais, elle est très éteinte. Je te laisserai l'indication précise pour que tu puisses y aller. Je ne vois pas ce que tu pourrais y faire et je ne crois pas que la garde te la laissera voir. Tu sais bien pourtant que je vivrai toujours près d'elle. Cerf, Cerf, Francis James, Fourchette. Mais déjà j'avais retraversé le fleuve aux ténébreux méandres. J'étais remontée à la surface où s'ouvre le monde des vivants. Aussi, si je répétais encore « Francis James, Cerf, Cerf », la suite de ces mots ne m'offrait plus le sens limpide et la logique qu'ils exprimaient si naturellement pour moi il y a un instant encore, et que je ne pouvais plus me rappeler. Je ne comprenais plus même pourquoi le mot « aillasse » que m'avait dit tout à l'heure mon père avait immédiatement signifié « prends garde d'avoir froid », sans aucun doute possible. J'avais oublié de fermer le volet. Les volets et sans doute le grand jour m'avaient éveillée. Mais je ne pus supporter d'avoir sous les yeux ces flots de la mer, que ma grand-mère pouvait autrefois contempler pendant des heures. L'image nouvelle de leur beauté indifférente se complétait aussitôt par l'idée qu'elle ne les voyait pas. J'aurais voulu boucher mes oreilles à leur bruit, car maintenant la plénitude lumineuse de la plage creusait un vide dans mon cœur. Tout semblait me dire, comme ces allées et ces pelouses d'un jardin public où je l'avais autrefois perdu quand j'étais tout enfant, nous ne l'avons pas vue. Et sous la rotondité du ciel pâle et divin, je me sentais oppressée,
comme sous une immense cloche bleuâtre fermant un horizon où ma grand-mère n'était pas. Pour ne plus rien voir, je me tournai du côté du mur, mais hélas, ce qui était contre moi, c'était cette cloison qui servait jadis entre nous deux de messager matinal. Cette cloison, qui, aussi docile qu'un violon à rendre toutes les nuances d'un sentiment, disait si exactement à ma grand-mère ma crainte à la fois de la réveiller, et si elle était éveillée déjà, de n'être pas entendue d'elle, et qu'elle n'osât bouger. Puis aussitôt, comme la réplique d'un second instrument, m'annonçant sa venue et m'invitant au calme. Je n'osais pas approcher de cette cloison plus que d'un piano où ma grand-mère aurait joué et qui vibrerait encore de son toucher. Je savais que je pourrais frapper maintenant, même plus fort, que rien ne pourrait plus la réveiller, que je n'entendrais aucune réponse, que ma grand-mère ne viendrait plus. Et je ne demandais rien de plus à Dieu, s'il existe un paradis, que d'y pouvoir frapper contre cette cloison les 3 petits coups que ma grand-mère reconnaîtrait entre 1000, et auxquels elle répondrait par ces autres coups qui voulaient dire « Ne t'agite pas, petite souris. Je comprends que tu es impatient, mais je vais venir. » Et qu'il me laissa rester avec elle toute l'éternité, qui ne serait pas trop longue pour nous deux. Le directeur vint me demander si je ne voulais pas descendre. À tout hasard, il avait veillé à mon placement dans la salle à manger. Comme il ne m'avait pas vu, il avait craint que je ne fusse repris de mes étouffements d'autrefois. Il espérait que ce ne serait qu'un tout petit mot de gorge et m'assura avoir entendu dire qu'on les calmait à l'aide de ce qu'il appelait le calyptus. Il me remit un petit mot d'Albertine. Elle n'avait pas dû venir à Balbec cette année, mais ayant changé de projet, elle était depuis 3 jours, non à Balbec même, mais à 10 minutes par le tram à une station voisine. Craignant que je ne fusse fatiguée par le voyage, elle s'était abstenue pour le premier soir, mais me faisait demander quand je pourrais la recevoir. Je m'informais si elle était venue elle-même, non pour la voir, mais plutôt pour ne pas la voir. « Mais oui, me répondit le directeur, mais elle voudrait que ce soit le plus tôt possible, à moins que vous n'ayez pas de raison tout à fait nécessiteuse. Vous voyez, conclut-il, que tout le monde ici vous désire, en définitif. » Mais moi, je ne voulais voir personne. Et pourtant la veille, à l'arrivée, je m'étais senti repris par le charme indolent de la vie de bain de mer. Le même lift silencieux, cette fois par respect, non par dédain, et rouge de plaisir, avait mis en marche l'ascenseur. M'élevant le long de la colonne montante, j'avais retraversé ce qui avait été autrefois pour moi le mystère d'un hôtel inconnu, où quand on arrive, touriste sans protection et sans prestige, chaque habitué qui rentre dans sa chambre, chaque jeune fille qui descend dîner, chaque bonne qui passe dans les couloirs étrangement délinéamentés, et la jeune fille venue d'Amérique avec sa dame de compagnie et qui descend dîner, jette sur vous un regard où l'on ne lit rien de ce qu'on aurait voulu. Cette fois-ci, au contraire, j'avais éprouvé le plaisir trop reposant de faire la montée d'un hôtel connu, où je me sentais chez moi, où j'avais accompli une fois de plus cette opération toujours à recommencer, plus longue, plus difficile que le retournement de la paupière, et qui consiste à poser sur les choses l'âme qui nous est familière, au lieu de la leur qui nous effrayait. Faudrait-il maintenant, m'étais-je dit, ne me doutant pas du brusque changement d'âme qui m'attendait,
aller toujours dans d'autres hôtels, où je dînerais pour la première fois, où l'habitude n'aurait pas encore tué à chaque étage, devant chaque porte, le dragon terrifiant qui semblait veiller sur une existence enchantée, où j'aurais à approcher de ces femmes inconnues que les palaces, les casinos, les plages ne font à la façon des vastes polypiers que réunir et faire vivre en commun. J'avais ressenti du plaisir même à ce que l'ennuyeux premier président fût si pressé de me voir. Je voyais, pour le premier jour, des vagues, les chaînes de montagnes d'azur de la mer, ses glaciers et ses cascades, son élévation et sa majesté négligente. Rien qu'à sentir pour la première fois depuis si longtemps, en me lavant les mains, cette odeur spéciale des savons trop parfumés du grand hôtel, laquelle, semblant appartenir à la fois au moment présent et au séjour passé, flottait entre eux comme le charme réel d'une vie particulière où l'on ne rentre que pour changer de cravate. Les draps du lit, trop fins, trop légers, trop vastes, impossibles à border, à faire tenir, et qui restaient soufflés autour des couvertures en volutes mouvantes, m'eussent attristé autrefois. Ils bercèrent seulement, sur la rondeur incommode et bombée de leur voile, le soleil glorieux et plein d'espérance du premier matin. Mais celui-ci n'eut pas le temps de paraître. Dans la nuit même, l'atroce et divine présence avait ressuscité. Je priai le directeur de s'en aller, de demander que personne n'entrât. Je lui dis que je resterais couché et repoussai son offre de faire chercher chez le pharmacien l'excellente drogue. Il fut ravi de mon refus, car il craignait que des clients ne fussent incommodés par l'odeur du calyptus. Ce qui me valut ce compliment, « Vous êtes dans le mouvement », il voulait dire « dans le vrai ». Et cette recommandation, « Faites attention de ne pas vous salir à la porte, car, rapport aux serrures, je l'ai fait induire d'huile. Si un employé se permettait de frapper à votre chambre, il serait roulé de coups. Et qu'on se le tienne pour dit, car je n'aime pas les répétitions. » Évidemment, cela signifiait « je n'aime pas répéter 2 fois les choses ». Seulement, est-ce que vous ne voulez pas, pour vous remonter un peu, du vin vieux, dont j'ai en bas une bourrique? Sans doute pour barrique. Je ne vous l'apporterai pas sur un plat d'argent, comme la tête de Jonathan, et je vous préviens que ce n'est pas du château Laffitte, mais c'est à peu près équivoque, pour équivalent. Et comme c'est léger, on pourrait vous faire frire une petite saule. Je refusai le tout, mais fus surpris d'entendre le nom du poisson, la sole, être prononcé comme l'arbre le saule, par un homme qui avait dû en commander tant dans sa vie. Malgré les promesses du directeur, on m'apporta, un peu plus tard, la carte cornée de la marquise de Cambremer. Venue pour me voir, la vieille dame avait fait demander si j'étais là, et quand elle avait appris que mon arrivée datait seulement de la veille, et que j'étais souffrant, elle n'avait pas insisté, et, non sans s'arrêter sans doute devant le pharmacien ou la mercière, chez lesquels le valet de pied, sautant du siège, entrait payer quelques notes ou faire des provisions, la marquise était repartie pour Féterne, dans sa vieille calèche à 8 ressorts, attelée de 2 chevaux. Assez souvent d'ailleurs, on entendait le roulement et on admirait l'apparat de celle-ci dans les rues de Balbec et de quelques autres petites localités de la côte situées entre Balbec et Féterne. Non pas que ces arrêts chez des fournisseurs fussent le but de ces randonnées. Il était au contraire quelques goûters ou garden parties chez un hobereau ou un bourgeois fort indigne de la marquise. Mais celle-ci, quoique dominant de très haut par sa naissance et sa fortune la petite noblesse des environs, avait dans sa bonté et sa simplicité parfaite tellement peur de décevoir quelqu'un qui l'avait invitée qu'elle se rendait aux plus insignifiantes réunions mondaines du voisinage. Certes, plutôt que de faire tant de chemin
pour venir entendre, dans la chaleur d'un petit salon étouffant, une chanteuse généralement sans talent, et qu'en sa qualité de grande dame de la région et de musicienne renommée, il lui faudrait ensuite féliciter avec exagération, Madame de Cambremer eût préféré aller se promener, ou rester dans ces merveilleux jardins de Féterne, au bas desquels le flot assoupi d'une petite baie vient mourir au milieu des fleurs. Mais elle savait que sa venue probable avait été annoncée par le maître de maison, que ce fût un noble ou un franc-bourgeois de Menneville la Teinturière ou de Chattoncourt l'Orgueilleux. Or, si Madame de Cambremer était sortie ce jour-là sans faire acte de présence à la fête, tel ou tel des invités venus d'une des petites plages qui longent la mer avait pu entendre et voir la calèche de la marquise, ce qui eût ôté l'excuse de n'avoir pu quitter Féterne. D'autre part, ces maîtres de maison avaient beau avoir vu souvent Madame de Cambremer se rendre à des concerts donnés chez des gens où ils considéraient que ce n'était pas sa place d'être, la petite diminution qui à leurs yeux était de ce fait infligée à la situation de la trop bonne marquise disparaissait aussitôt que c'était eux qui recevaient, et c'est avec fièvre qu'ils se demandaient s'ils l'auraient ou non à leur petit goûter. Quel soulagement à des inquiétudes ressenties depuis plusieurs jours, si après le premier morceau, chanté par la fille des maîtres de la maison ou par quelque amateur en villégiature, un invité annonçait, signe infaillible que la marquise allait venir à la matinée, avoir vu les chevaux de la fameuse calèche arrêtés devant l'horloger ou le droguiste. Alors, Madame de Cambremer, qui en effet n'allait pas tarder à entrer, suivie de sa belle-fille, des invités en ce moment à demeure chez elle, et qu'elle avait demandé la permission accordée avec quelle joie d'amener, reprenait tout son lustre aux yeux des maîtres de maison, pour lesquels la récompense de sa venue espérée avait peut-être été la cause déterminante et inavouée de la décision qu'ils avaient prise il y a un mois, s'infliger les tracas et faire les frais de donner une matinée. Voyant la marquise présente à leur goûter, il se rappelait non plus sa complaisance à se rendre à ceux de voisins peu qualifiés, mais l'ancienneté de sa famille, le luxe de son château, l'impolitesse de sa belle-fille, née Legrandin, qui, par son arrogance, relevait la bonhomie un peu fade de la belle-mère. Déjà il croyait lire, au courrier mondain du Gaulois, l'entrefilet qu'ils cuisineraient eux-mêmes en famille, toutes portes fermées à clé. Sur le petit coin de Bretagne où l'on s'amuse ferme, la matinée ultra-sélecte où l'on ne s'est séparé qu'après avoir fait promettre au maître de maison de bientôt recommencer. Chaque jour, ils attendaient le journal, anxieux de ne pas avoir encore vu leur matinée y figurer, et craignant de n'avoir eu Madame de Cambremer que pour leurs seuls invités, et non pour la multitude des lecteurs. Enfin, le jour béni arrivait. La saison est exceptionnellement brillante cette année à Balbec. La mode est au petit concert d'après-midi, etc. Dieu merci. Le nom de Madame de Cambremer avait été bien orthographié et cité au hasard, mais en tête. Il ne restait plus qu'à paraître ennuyé de cette indiscrétion des journaux qui pouvait amener des brouilles avec les personnes qu'on avait pu inviter, et à demander hypocritement devant Madame de Cambremer qui avait pu avoir la perfidie d'envoyer cet écho dont la marquise, bienveillante et grande dame, disait « Je comprends que cela vous ennuie, mais pour moi je n'ai été que très heureuse qu'on me sût chez vous. » Sur la carte qu'on me remit, Madame de Cambremer avait griffonné qu'elle donnait une matinée le surlendemain. Et certes, il y a seulement 2 jours, si fatiguée de vie mondaine que je fusse, c'eût été un vrai plaisir pour moi que de la goûter. Transplantée dans ces jardins où poussaient en pleine terre, grâce à l'exposition de Féterne,
les figuiers, les palmiers, les plants de rosiers, jusque dans la mer, souvent d'un calme et d'un bleu méditerranéen, et sur laquelle le petit yacht des propriétaires allait, avant le commencement de la fête, chercher dans les plages de l'autre côté de la baie les invités les plus importants, servait, avec ses vélums tendus contre le soleil, quand tout le monde était arrivé, de salle à manger pour goûter, et repartait le soir reconduire ceux qu'il avait amenés. Luxe charmant, mais si coûteux que c'était en partie afin de parer aux dépenses qu'il entraînait que madame de Cambremer avait cherché à augmenter ses revenus de différentes façons, et notamment en louant, pour la première fois, une de ses propriétés, fort différente de Féterne, la Raspelière. Oui, oui, il y a 2 jours, combien une telle matinée, peuplée de petits nobles inconnus, dans un cadre nouveau, m'eût changé de la haute vie parisienne. Mais maintenant, les plaisirs n'avaient plus aucun sens pour moi. J'écrivis donc à madame de Cambremer pour m'excuser. De même qu'1 heure avant, j'avais fait congédier Albertine. Le chagrin avait aboli en moi la possibilité du désir, aussi complètement qu'une forte fièvre coupe l'appétit. Ma mère devait arriver le lendemain. Il me semblait que j'étais moins indigne de vivre auprès d'elle, que je la comprendrais mieux. Maintenant que toute une vie étrangère et dégradante avait fait place à la remontée des souvenirs déchirants qui saignaient et ennoblissaient mon âme, comme la sienne, de leur couronne d'épines. Je le croyais. En réalité, il y a bien loin des chagrins véritables, comme était celui de maman, qui vous ôtent littéralement la vie pour bien longtemps, quelquefois pour toujours, dès qu'on a perdu l'être qu'on aime, à ces autres chagrins, passagers malgré tout, comme devait être le mien, qui s'en vont vite, comme ils sont venus tard, qu'on ne connaît que longtemps après l'événement, parce qu'on a eu besoin pour les ressentir de le comprendre. Chagrin, comme tant de gens en éprouvent, et dont celui qui était actuellement ma torture ne se différenciait que par cette modalité du souvenir involontaire.